Il est exactement 8h30, merci d'être avec nous. Ce lundi matin, sur LCI, 27 décembre, on a invité deux personnes. Ils sont là tous les deux et je les en remercie. Simplement, il y en a un qui est vraiment là avec nous en plateau et l'autre qui est chez lui et qui est en duplex avec nous en visio parce qu'il a tout simplement attrapé le Covid. Il s'agit de Christian Bréchot, le virologue. Monsieur Bréchot, bonjour. Bonjour, Est-ce que merci vous pour nous votre entendez invitation. bien? Oui, vous nous entendez bien, on vous entend bien, Bien. c'est déjà formidable. Et Yves Buisson, l'épidémiologiste qui lui a fait le déplacement, car pour le moment, il est sain et sauf, hein, comme moi et comme nous tous ici autour de la table. Merci infiniment à vous deux d'être là. Juste une première chose, Monsieur Bréchot, vous savez comment vous avez attrapé le Covid? Vous avez Non, je identifié? n'ai pas, non, je n'ai vraiment absolument aucune idée. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes et ça va être le cas de plus en plus parce qu'il y a, comme on va discuter, bien sûr, cette épidémie qui flambe. Donc la notion d'ailleurs de cas contact va devenir de plus en plus difficile parce que c'est impossible en fait maintenant de tracer de façon réellement précise. Oui. Donc je n'ai pas d'idée. J'en profite pour saluer Yves Buisson, qui est un ami. Monsieur Bréchot, juste encore une question. Vous avez identifié le fait que vous êtes positif avec un test antigénique ou un PCR? Et ma question sous-jacente est la suivante. Êtes-vous infecté par Omicron ou par Delta? Comment est-ce qu'on sait par quel variant on est infecté? Bah, écoutez, dans le cas présent, moi j'ai comme principe, je suis dans la situation, si vous voulez, où je suis effectivement président du Global Virus Network et voilà, ancien directeur de l'INSERM et de Pasteur. Donc, mais je me comporte vis-à-vis de mon Covid-19 comme tout le monde, donc je ne sais pas bien ce qui est passé à mon échantillon. Je sais qu'il y a des séquençages qui se font de façon importante. Mais je suis pratiquement persuadé que c'est un Omicron simplement pour des raisons statistiques. Mais le point le plus important pour moi, puisque Je vous en prie. vous me faites l'amabilité de parler de mon cas personnel, c'est que j'ai été vacciné et j'ai eu une injection de rappel. Et pourtant, je suis infecté et j'ai des symptômes bénins, mais j'ai eu une grosse angine et on sent bien encore que j'ai encore la voix prise et Oui. je vais bien sûr rester isolé. Mais je n'aurai pas de forme grave et je suis protégé contre les formes graves et je le sens très très bien dans mon organisme par le fait que j'ai été vacciné et que j'ai fait l'injection de rappel. Alors, ça, c'est très bien. Et effectivement, c'est l'immense avantage de la vaccination, c'est d'éviter les formes graves. D'ailleurs, on voit bien que le nombre de gens en réanimation est à un plateau actuellement. On est à un peu plus de 3000, mais ça n'explose pas dans les mêmes proportions que le nombre d'infections. Ce qui veut bien dire que toutes les infections ne mènent pas forcément à la réanimation. Monsieur Buisson, je me tourne vers vous parce que votre collègue, monsieur Bréchot, a dit, bien entendu, je vais rester isolé. Lui, il va rester isolé 10 jours. Est-ce que c'est trop long, 10 jours? Les Anglais, par exemple, sont passés à 7 jours. Peut-être que le Conseil de défense cet après-midi va, entre autres choses, décider de passer à 7 jours, voire moins. Est-ce qu'il y a vraiment une durée minimum impérative pour que ce soit efficace? Tout d'abord, je voudrais transmettre à Christian Bréchot, qui est un ami, mes vœux de rétablissement les plus rapides. Bon, il a l'air bien en voie, en tout cas. Bon. Et puis, pour répondre à votre question, là, c'est très difficile, parce que sur le plan simplement virologique, si on regarde le temps qu'il faut pour quelqu'un infecté, d'éliminer le virus, oui. Donc de pouvoir reprendre une vie normale sans être contagieux, effectivement, il faudrait 7 à 10 jours. Surtout qu'il semble que le variant Omicron persiste un peu plus longtemps dans les voies respiratoires supérieures. Maintenant, si on regarde l'acceptabilité, la faisabilité dans cette épidémie qui est en train de flamber, il est certain que si on applique strictement ces règles d'isolement, on va immobiliser une grande partie du pays. Oui, donc faire fermer un grand nombre d'entreprises qui ne pourront pas tenir. Absolument. Donc il y a un choix politique à appliquer compte tenu des données scientifiques. Alors on peut probablement renforcer les mesures barrières qui sont quand même très très largement relâchées depuis plusieurs mois. Oui. Les réappliquer, et notamment dans les lieux de travail, dans les lieux de rassemblement. Le port du masque est complètement oublié dans de multiples endroits. Et là où il est appliqué, par exemple dans les transports en commun, il est mal appliqué maintenant. Oui, on voit beaucoup de gens avec le masque sous le nez. Sous le nez, ça ne sert absolument à rien. D'autant que ce variant Omicron
infecte les voies aériennes supérieures. Oui. Hein. Donc on en a plein le nez si on est infecté. Si on a le nez découvert, on en fait profiter tout son entourage. Donc voilà, il y a répondre à la question de l'isolement est cruciale. Elle sera probablement au centre des débats du Conseil de défense. Donc vous dites, monsieur, que quand on prend le métro, le train ou l'avion et qu'on voit quelqu'un avec son masque sous le nez, il faut aller lui dire, monsieur, mettez-le sur votre nez. C'est impératif, il faut qu'on fasse nous-mêmes la police. Mais oui, que que le contrôleur ou les faire. voisins, il faut qu'effectivement qu'il y ait une solidarité. C'est pas normal qu'une seule personne prenne la liberté de contaminer tout son entourage parce qu'il est mieux avoir le nez à l'air que le nez sous un masque. Christian Bréchot, vous avez rappelé que vous avez 3 doses. Donc vous avez 3 doses, hein, vous avez un schéma vaccinal complet. Néanmoins, vous avez été infecté, certes pas gravement, mais quand même infecté, donc vous êtes à l'isolement. Et donc on commence déjà à parler d'une 4e dose. Les Israéliens ont lancé le processus. Les Péruviens ont ce matin annoncé qu'ils lançaient aussi le processus. On ne va pas y échapper. Ça va être bon, la 4e dose. Mais le problème est le suivant, c'est que ça a l'air d'être un vaccin qui a une durée de fonctionnement et d'efficacité de plus en plus courte. Alors, ça, ce sont évidemment les questions importantes. Effectivement, moi, j'ai eu ma dose de rappel, comme je vis aux États-Unis. Je suis professeur à University of South Florida la plupart du temps. J'ai eu ma dose de rappel fin août. Donc, autrement dit, là, j'étais entre 4 et 5 mois. Oui. Et pour tout dire, je devais partir aujourd'hui et j'envisageais en fait de faire une 2e dose de rappel, donc une 4e dose dans les 15 jours qui viennent aux États-Unis. Tout ça pour dire que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut repartir au départ. En mars 2020, quand on a su que c'était un coronavirus, quand on commençait à travailler sur le vaccin, on disait tous ça va être difficile. Les coronavirus suscitent une réponse immunitaire relativement faible, pas très prolongée. Faire un vaccin contre les coronavirus, on ne sait pas très bien faire. Et puis on a eu la surprise magnifique des vaccins ARN à partir de novembre. Oui. Et ça a marché, et ça a sauvé des millions et des millions de vies, et ça continue à le faire. Mais on revient quand même au plan de base, qui est qu'effectivement, comme vous dites, la protection, elle ne dure pas très longtemps. Donc il y a des secondes générations de vaccins. Il ne faut pas l'oublier, beaucoup de travail qui est fait actuellement pour avoir une protection plus prolongée. Mais dans l'attente, oui, les Israéliens ont commencé quelque chose qui va être suivi. On sera obligé, malheureusement, de faire de façon régulière des rappels. Il va falloir déterminer la fréquence. Et ce qui est infernal, c'est qu'il faut faire ça dans les pays qui sont riches, Oui. comme la France, mais en même temps se pose la question de la vaccination au niveau du monde entier et d'avoir une approche globale, ce qui veut dire disposer de doses et de logistique absolument énormes. Donc c'est vraiment une situation qui est difficile, mais oui, on sera obligé, on ne sait pas exactement quand, de faire des injections de rappel. Et je termine en disant que bien sûr, ça dépendra de l'âge. Les gens qui ont eu un rappel et qui sont jeunes pourront attendre sûrement nettement plus longtemps que les gens qui sont plus âgés et que les gens qui ont des fragilités. Donc on pourra également nuancer suivant les populations. Et puis il y a des tests pour ce qu'on appelle les anticorps neutralisants qui pourront permettre, qui maintenant peuvent être de pratique courante, qui doivent se développer, qu'on a développé au Global Virus Network, que Monaco, la principauté de Monaco, fait de façon systématique à toutes les personnes qu'elle vaccine et qui nous permettront de mieux juger. Mais tout ça est devant nous, absolument. Yves Buisson, Christian Bréchot, il faisait référence à l'instant. Il y a 2 grandes familles actuellement de vaccins. Hein. Il y a ceux à ARN messager et les autres. Le dernier qui a été validé par l'OMS, le Novavax, n'est pas un ARN messager. Au point où nous en sommes de cette pandémie, là, presque après 2 ans, quel est le meilleur vecteur d'attaque ? L'un ou l'autre, ils se valent les deux, ARN et pas ARN. Et peut-être que si on fait du non-ARN, il faudra moins revacciner. Enfin, je sais pas, je pose des questions de néophyte. Non, je pense que actuellement, les données sont très claires, montrent que les vaccins ARN messagers sont les plus efficaces. OK. Hein, bon. Donc Pfizer, Moderna... Voilà, Pfizer et Moderna. Les vaccins adénovirus vecteurs sont efficaces, mais à un degré un peu différent, un peu moindre, mais ils sont très efficaces aussi. Le vaccin Novavax est un vaccin
plus classique, en ce sens qu'il utilise une protéine recombinante, de même que nous connaissons bien, parce qu'on a le vaccin hépatite B qui est utilisé depuis une trentaine d'années, le vaccin contre le papillomavirus, qui maintenant est largement utilisé, qui utilise le même procédé de fabrication en cellules de protéines recombinantes. Alors, c'est des vaccins qui sont efficaces, qui nécessitent d'avoir un adjuvant, quand même, parce qu'il faut stimuler l'immunité en donnant ces protéines antigéniques. Donc, à chaque nouveau variant, il faut le modifier légèrement. Oui, alors justement, ce vaccin Novavax a été conçu sur les premières souches. Donc, oui, pas sur, ils sont plus valables. Son efficacité vis-à-vis des derniers variants on ne peut pas encore en juger, mais sera peut-être pas totale, disons. D'accord. Et sûrement pas aussi importante, de toute façon, que l'immunité conférée par les vaccins à ARN messager. Bon, l'un et l'autre, est-ce qu'il vous semble que ce qui pourrait être décidé cet après-midi en Conseil de défense, c'est-à-dire la transformation du pass purement sanitaire en pass vaccinal, qui reviendrait à bloquer des millions de gens, par exemple, qui n'ont pas un schéma complet, mais qui ne pourraient pas se rendre dans tel ou tel endroit où ils seraient bloqués, est-ce que c'est un pis-aller ou il va falloir en passer par là, selon vous, monsieur Buisson? La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, à l'Académie nationale de médecine, nous le recommandons depuis le mois de mai. Ah oui, d'accord. Donc, quand cette annonce a été faite, on était très contents, parce qu'on s'est dit mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça aurait été mieux de le faire avant. Parce que quand on voit le succès qu'a eu le pass sanitaire sur l'augmentation du nombre de vaccinations, ça aurait été un pass vaccinal, je pense que le succès aurait été beaucoup plus important. Là, on a stagné à un niveau de 70-75% des personnes, des Français qui ont été vaccinés. Je parle des Français dans leur ensemble. Ça aurait été mieux d'être à 80-90%. On se porterait beaucoup mieux, parce que passe le variant Omicron, s'il passe sur une population entièrement vaccinée, il fera très peu de dégâts. Au contraire, il renforcera l'immunité collective. Maintenant, quand il y a un trou aussi important que 25% des Français non vaccinés, on a encore beaucoup de problèmes, beaucoup d'entrants à l'hôpital et en réanimation. Christian Bréchot, il a beaucoup été question, je ne sais plus à quel moment des 18 derniers mois, parce que ça a été quelque chose d'un feuilleton à rebondissement, de l'immunité collective. C'est-à-dire, on considère que 75% de la population ayant attrapé le Covid, il y a une immunité collective. Maintenant, c'est terminé, on n'en parle plus de ce truc-là, ce n'est plus une base de travail, il faut tous se vacciner, mais laisser tomber l'immunité collective naturelle en l'ayant attrapé? Non, mais vous avez raison. L'immunité collective, on l'a mise à toutes les sauces depuis le début, sans très bien comprendre ce que ça voulait dire et en disant beaucoup de choses inexactes, parce que simplement on ne savait pas. Il y a une immunité collective. Prenez par exemple l'Afrique du Sud. Oui. On ne sait pas bien pourquoi le Omicron a été aussi peu dévastateur, et tant mieux en termes de sévérité de maladie, mais le fait que ce soit des populations jeunes, mais aussi le fait que c'est une population hyper exposée auparavant aux premiers variants, premières souches de Covid-19 est sûrement intervenu. Donc il y a une immunité collective qui se constitue, qui s'associe au vaccin, qui se renforce et qui intervient. Le point simplement, c'est que les niveaux d'immunité collective dont on parlait au début étaient pensés de façon théorique, il faut être clair, et donc ne se sont pas révélés réellement performants. Ils ont même conduit à des stratégies inadaptées, par exemple en Suède au printemps 2020. Donc, il y a une immunité collective. On est en train, d'ailleurs, de l'atteindre progressivement, mais on a encore du mal à définir un seuil. Je termine en disant qu'il y a un point vraiment important qu'il faut rappeler. Dites-nous. La pandémie Covid continue à progresser. On est dans les 280 millions de cas dans le monde, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus. Mais quand vous regardez le niveau de décès, clairement, on est sur un plateau. On est toujours autour de 5,1, 5,2 millions. Et ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas uniquement dû à la vaccination, bien sûr, mais la vaccination a joué un rôle fondamental. Il y a une forme d'immunité collective qui intervient également, et puis il y a plein d'autres facteurs, mais il faut le rappeler à tout le monde. Il y a un an, la vaccination commençait juste. Oui, il y a un an.
qu'on affronte actuellement, on l'affronte dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir. Et même à titre personnel, je serais beaucoup plus inquiet si j'avais mon Covid il y a un an qu'aujourd'hui. Donc on est dans une situation qui est bien meilleure. Et je termine en disant que je suis tout à fait d'accord avec Yves Buisson sur la recommandation du pass vaccinal qui aurait dû être mise en place bien plus tôt, et sur le fait qu'on doit avoir vis-à-vis de la vaccination des mesures extrêmement fortes si on veut se sortir de ce qui se prépare pour le mois de janvier. Alors justement, ce qui se prépare pour le mois de janvier, donc éventuellement un blocage partiel ou quasi total de l'économie, faute de bras, parce que tout le monde sera positif ou cas contact. Ouais. Et deuxièmement, selon les pays, vous avez vu qu'en Europe, il y a déjà des mesures beaucoup plus strictes qui ont été prises, en Belgique, au Royaume-Uni, ailleurs, aux Pays-Bas, avec des reconfinements, des fermetures de salles de spectacle, de cinéma. Pour le moment, nous sommes très laxistes dans ce domaine, nous, en France. Peut-être parce qu'il ne faut pas toucher à Noël. Est-ce que l'un comme l'autre, vous pensez que, par exemple, il faut couvre-feu au 31 décembre, reconfinement éventuellement partiel, fermeture des cinémas, des théâtres et des spectacles vivants? Est-ce que tout ça doit être mis en place très prochainement, selon vous, Monsieur Buisson, au point où nous en sommes? Écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même... C'est du politique, tout ça. Hein. C'est du politique, de toute façon. Maintenant, il y a quand même une frange de la population qui n'est pas immunisée et qui est donc fragile, qui est vulnérable et qui risque de continuer de saturer nos hôpitaux. Donc, c'est quand même pas idiot d'essayer de freiner la circulation. Noël, ça a été surtout une fête de famille où la plupart des Français ont été raisonnables et se sont limités à quelques réunions de 5-6 personnes, tout le monde testé, etc. La Saint-Sylvestre, c'est différent. On voit bien chaque année, c'est des grands rassemblements festifs, très amicaux, mais enfin, c'est très très nombreux, on se réunit beaucoup, on crie, on chante, on danse, etc. C'est à haut risque sur le plan infectiologie, sur le plan transmission du coronavirus. Donc un couvre-feu pour la Saint-Sylvestre ne serait pas aberrant. Maintenant, c'est une décision politique, mais enfin, moi, personnellement, je la comprendrais. D'accord, donc couvre-feu pour la Saint-Sylvestre, pas aberrant du tout. Et autre hypothèse, vous savez qu'on en parle depuis 2 ou 3 jours, le ministre de l'Éducation nationale a dit non pour le moment, mais il a le droit de changer d'avis. On ne repousse pas la date de retour à l'école des enfants. Est-ce que ça vous semble totalement cohérent, Christian Bréchot, ou est-ce que éventuellement pousser d'une semaine, ce serait pas idiot? Écoutez, moi, je n'ai pas un avis très tranché sur cette question-là, parce que je vis majoritairement aux US, et donc sur certaines questions en France, je ne me sens pas le plus compétent. Mais je voudrais dire, et ça va dans le sens de ce qu'a dit Yves, il faut voir les choses à différents niveaux. Pour la Saint-Sylvestre, c'est parfaitement logique, effectivement, de limiter les rassemblements et d'éviter ce qui sont des espèces de clusters expérimentaux, comme on en a vu plusieurs, franchement. Oui. Maintenant, à côté de ça, si on applique vraiment les choses, c'est-à-dire si on protège les gens qui sont à risque, qui sont effectivement les gens non vaccinés, c'est-à-dire que si on applique le pass vaccinal, pass sanitaire pour l'instant, pass vaccinal, mais si on l'applique vraiment, si on fait effectivement que les personnes qui ont refusé de se faire vacciner, ce qui est leur droit, mais qui mettent quand même en danger pas seulement eux, c'est toujours la même histoire, mais la collectivité, bien sûr, qui embolisent les hôpitaux et le système de santé, si ces gens-là, on les met dans une situation effectivement de rester en dehors des endroits où on se contamine, à ce moment-là, je trouve que l'attitude française est assez bonne. Il y a un parallélisme pour l'instant entre ce que fait Biden aux États-Unis et ce que veut faire le gouvernement français. C'est-à-dire renforcer la vaccination, renforcer les tests diagnostiques. Entre parenthèses, c'est un autre sujet, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'au Global Virus Network, on disait que les tests salivaires rapides, les tests rapides pouvaient être utilisés. Ça permet beaucoup de choses, hein, quand on arrive dans des lieux de rassemblement. Les autotests. Oui, alors les autotests, à condition de les faire bien, parce que l'autotest qu'on fait, qu'il soit négatif, on connaît la nature humaine, il faut quand même faire attention. Ouais. Mais en tout cas, on a des gammes de tests qui peuvent nous permettre d'agir et qui peuvent essayer de maintenir une activité économique, sociale et culturelle. Ça, c'est une attitude, plutôt les États-Unis, plutôt la France. Et puis, vous avez, comme vous l'avez rappelé, des attitudes plus l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Je n'émets pas de jugement. Ce que je cherche simplement à dire, c'est que la clé, c'est l'application d'un certain nombre de mesures qu'on a
et qui doivent permettre d'éviter, à mon avis, un reconfinement et des mesures qui pénalisent une économie et des gens qui n'en peuvent plus 2 ans après le début de cette pandémie. Une toute dernière question, Yves Buisson. Le patron de l'OMS, il y a quelques jours, a dit, écoutez, sauf coup de théâtre malheureux, on devrait espérer pouvoir sortir de cette pandémie de Covid courant 2023. On peut y croire ou alors c'est de la boule de cristal intégrale? On peut toujours l'espérer. toujours Franchement, l'espérer. moi, je n'ai aucun élément et je crois que très peu de scientifiques ont des éléments qui permettent d'avoir de telles assertions. Je voudrais simplement dire une chose, puisque vous avez Allez-y, évoqué la 30 question secondes, de l'école, c'est que j'espère sincèrement qu'on ne décalera pas la rentrée scolaire. À mon avis, ce serait une mauvaise décision. Mauvaise décision. Et inutile. Inutile, enfin, pas une décision pertinente, puisque de toute façon, on décalera le problème. Hein. Oui. Donc, je crois qu'il vaut mieux affronter, bille en tête, la rentrée scolaire avec toutes les précautions nécessaires, plutôt que la décaler. Merci infiniment à tous deux. Donc Christian Bréchot et Yves Buisson, tous deux invités de cette matinale de LCI du lundi 27 décembre. Monsieur Bréchot, remettez-vous bien, hein, puisque vous êtes positif au Covid. Et peut-être Omicron, mais enfin pour le moment, Omicron reste, je crois, encore vaguement minoritaire, hein, puisque c'est toujours Delta qui est majoritaire en France. On doit être à 40-45% d'Omicron. En tout cas, le problème n'est pas là. Vous êtes positif et vous ne pouvez pas rentrer chez vous aux États-Unis. Voilà, c'est comme ça. Merci en tout cas. Bonne journée à vous.